Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver, vraiment ravi. Je me disais ce matin, en me levant, nous sommes lundi, et Laurent Pelé, notre réalisateur, est de retour de vacances. Donc déjà, je me réjouissais de cela, et puis je savais que j'allais retrouver Florian et toute l'équipe. Julia, cette semaine, qui est en vacances, qui débraye, mais qui n'est jamais très loin, chers amis, puisqu'elle a préparé cette émission avec nous. Et ce soir, nous sommes avec Thomas, qui accompagne Florian. Thomas Gentil, qui nous accompagne toute la semaine. Et comme son nom l'indique, il est gentil. Fais-le un baiser. Bienvenue Thomas dans l'équipe de la Libre Antenne. Merci à vous d'être là. Merci à vous de rejoindre votre émission, puisque vous le savez, ici c'est votre espace de parole. Vous pouvez nous conter ce que vous voulez vous raconter, vous voulez nous parler d'un problème que vous traversez au quotidien ou depuis quelque temps. N'hésitez pas, nous sommes là pour vous écouter. Pour nous joindre, 39 21, 50 centimes d'euros la minute. Vous nous écrivez au 7 39 21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi dans l'espace. Vous écrivez vos mails à libreantenne@europe1.fr, et puis toujours la page Facebook de la Libre Antenne, Olivier Delacroix, Yann Moix, où vous pouvez adresser vos messages à l'un ou à l'autre ou à l'un, et nous vous répondrons dans les plus brefs délais. Mais pour le moment, votre Libre Antenne du lundi, c'est parti. Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1. Et à 23h12, nous accueillons Réa au 39 21. Bonsoir Réa. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Vous allez bien ? Ça va très bien. Ça va très bien. C'est le début de la semaine et je vais vous faire une confession, c'est que je dors très bien en ce moment. Et donc je me lève en pleine forme et voilà. Et quand je dors assez, ce qui n'est pas toujours évident, hein, comme vous le savez, on finit très tard. Et Florian et moi, on se dit souvent qu'on n'arrive pas à se coucher avant 4 heures du matin. Avant quelle heure ? Ouais, Oui, pas avant 4 heures du matin, pas avant. Oui. Parce que c'est difficile de s'apaiser, c'est difficile de trouver le sommeil quand on rentre. Il y a, alors, je ne sais pas, hein, mais c'est le temps que tout redescende, c'est assez curieux, mais entre 3 et 4 heures. Donc, bon, bah, ça implique qu'il faut bien dormir le lendemain matin, et c'est pas toujours évident, parce que pour beaucoup, la journée commence bientôt, hein, et donc il y a toujours des sonneries du téléphone, un téléphone qui vibre, enfin bon. Bon, voilà, j'ai raconté un petit peu mes problématiques de sommeil. D'où nous appelez-vous, Réa ? Alors, je vous appelle de la région Rhône-Alpes. De la région Rhône-Alpes, d'accord. Oui. Et quel âge avez-vous ? J'ai 31 ans. D'accord. Et donc, vous entendez, j'ai un très fort accent. Un très joli accent, très joli accent. J'ai un peu peur parce que quand je suis stressée, je sais que mon accent, il est plus fort. Donc, j'espère qu'on va quand même me comprendre. Mais écoutez, pour l'instant, on vous comprend très bien, hein, Réa. D'accord. Je pense qu'avec le temps que je vais me calmer un peu, ça ira un peu mieux. D'accord. Voilà. Donc, je suis hongroise. Oui. J'ai grandi en Hongrie. Toute ma famille elle est hongroise et ils sont tous en Hongrie. Je suis la seule qui est partie. Et donc, moi, je vis en France depuis mes 20 ans. D'accord. Qu'est-ce qui vous a fait venir en France à 20 ans ? J'ai fui ma famille, surtout mon père. Et j'ai fui mon pays parce que j'avais l'impression que je ne pouvais pas être moi-même. Que dans cette langue qui était ma langue maternelle et qui était supposée être la langue dans laquelle je peux évoluer, grandir et devenir quelqu'un, j'arrivais pas en fait. J'avais des secrets à taire et impossible à dire, j'avais même pas les mots pour. Et donc quand j'ai trouvé la langue française, très jeune en fait, j'ai décidé à 12 ans que je voulais apprendre la langue française. Et après, je suis devenue obsédée. Je lisais des dictionnaires. Et j'étais dans un lycée bilingue et j'avais l'impression d'avoir trouvé un moyen d'exister dans cette langue, en fait. De pouvoir me construire une identité, un vocabulaire, d'exister librement, en fait, sans
sans devoir faire des choses puisque ma famille ne comprend pas le français. Donc Mmh. je peux dire ce que je veux en fait. Est-ce que Et je... c'était une sorte de volonté de, vous construire une autre identité? Comme Oui. une renaissance, en fait? Ah, c'est super bien formulé. En fait, oui, parce que j'aimais pas qui j'étais. J'étais vue comme quelqu'un de très très timide et introverti, Oui, euh, trop gentil. On me disait tout le temps que j'étais trop gentille. Alors ça, franchement, je comprenais pas parce que pour moi, on pouvait pas être trop gentil. Tout le monde devrait être gentil. Je comprenais pas parce que on me disait comme si c'était une reproche et que je devais changer parce que j'allais me faire écraser dans le monde et je me suis dit mais ça n'a pas de sens pour moi en fait. Moi j'ai envie de montrer un bon exemple, j'ai envie d'être juste gentille tout simplement et mmh, que les gens voient que ça marche quand même et on peut quand même arriver à ses fins et réaliser des jolies choses dans la vie. oui, et vous aviez raison de penser, hem, qu'être gentil, c'est important et c'est possible, hem, sauf qu'il y a une chose, je pense, qui doit être, aussi, construite en parallèle, Oui, c'est, la défense, les oui, défenses que vous oui, oui. pouvez, mettre en place dès que vous tombez sur, des gens malfaisants qui ne savent pas ce que c'est que la gentillesse, qui ne comprennent pas. Hem, Ah, vous avez tellement j'entendais, raison et ça, oui. Mm. j'entendais, Bertrand Latour, qui est un journaliste de l'équipe Oui. 21, que j'aime bien, qui est un jeune Oui. journaliste qui a l'esprit pointu. Ça Mhm. n'a rien à voir, hein, il parlait de football, mais à Oui. un moment, ils se sont mis à parler des imbéciles. Et il a dit, Oui. les imbéciles, ne doutent de rien, hem Mhm. et donc parce qu'ils ne doutent de rien, ils sont encore plus imbéciles, Mhm. et restent campés, dans leur imbécilité. Je dirais que le parallèle peut être fait pour les, personnes méchantes aussi, qui, quand on accepte d'être méchant, quand on accepte de faire du mal à l'autre en toute conscience, Oui. je pense qu'il n'y a pas de limite dans la méchanceté. Mhm. Je pense, et donc du coup, quand on est gentil, je pense qu'il est très important, de construire autour, une Mhm. sorte de forteresse, citadelle dans laquelle on peut se réfugier, où il Oui. y a une partie de nous, c'est-à-dire, Mhm. celle ou celui qui, gentil, tout gentil qu'il est, ne tend pas la joue Oui. gauche quand il a pris une claque sur la joue Oui. droite. Et je pense aussi qu'il est important d'avoir des amis, alors pas énormément, mais 2 ou Mhm. 3 amis, hem, très ancrés, vous voyez? Très Mhm. très proches, très liés. Hem, voilà, c'est Oui. et Avec qui on peut vraiment être nous-mêmes et on ne doit pas se défendre. Oui. oui, et puis Oui. Oui. qui peuvent venir à notre rescousse quand ça va mal. Heu, inversement, que l'on peut Oui. nous, venir aider aussi, et mais ça n'est pas facile d'être gentil. Oui. Je pense que vous allez m'en parler. Oui. Oui. Mais oui. Maintenant, j'ai des gens dans ma vie qui sont de mon côté, qui m'aident et qui viennent à ma rescousse quand j'en ai besoin, mais je vais vous raconter justement qu'avant, c'était pas le cas, en fait. Pendant très très longtemps, j'ai cumulé des abus et des traumatismes, en fait. Donc, ça a commencé quand j'avais 3 ans Oui. et mon père m'a violée. Donc, c'était pénétration et fellation dans ma chambre d'enfant, dans le Oh mon noir. Dieu, c'est fou Et ça. je, je vais vous dire ce que je ressentais sur le moment parce que même si après j'ai fait une amnésie traumatique, Oui. et donc pendant longtemps je m'en souvenais pas, sur le moment aussi j'essayais de ne pas être présente pour ne pas le ressentir. Oui. Mais en fait, j'ai quand même enregistré la chose. Je me souviens que j'ai pensé que c'était une punition, que je pensais que j'ai fait quelque chose de mal. Oui. Et en fait, mon père me punissait de telle façon. Et en fait, je ne remettais pas en question ses agissements. Pour moi, d'un côté, je savais que c'était pas bien et pas normal. Et de l'autre côté, je me suis dit, c'est mon père. S'il le fait, c'est normal. S'il le fait, je le mérite. S'il le fait, j'ai dû faire quelque chose pour le mériter. Et en fait, je pensais que j'étais la seule personne sur Terre à qui
c'est arrivé, puisque c'était tellement inconcevable d'imaginer qu'une telle chose arrive, que je me suis dit que moi, je dois être particulièrement sale, dégueulasse, inutile et moins qu'une humaine en fait, que j'ai pas de valeur en tant qu'humaine. Et c'est pour ça qu'il peut me le faire, et c'est pour ça que ça m'arrive à moi et pas aux autres. Et Je donc comprends. Mhm. j'avais donc cette image de moi et cette idée de moi dès le départ, et je grandissais comme ça. Donc c'est arrivé plusieurs fois. Aujourd'hui, je m'en souviens. J'ai deux souvenirs très précis. L'un de la fellation où après, je sens que ma bouche est pleine de sperme. Oh, Et oui. c'est très bizarre parce qu'en fait, quand on devient un adulte, on comprend ce qui s'est passé. Donc sur le moment, moi, je pensais que j'étais en train de mourir et que je crachais. Je suis courue dans la salle de bain et je pensais que je crachais mes organes. Et je me souviens de cette peur de me dire que je vais mourir Oui. parce que j'ai plus d'organes, je les crache et c'était... Oui. Ah, C'est parce que je très, savais pas ce c'est, que c'était en fait. c'est très puissant en plus ce que vous Oui. racontez parce que ça n'est pas simplement le, le goût que vous avez dans la bouche, Mm. c'est toute C'est l'horreur la... et la, la violence que vous avez envie de vomir en fait là. Oui. C'est la texture qui faisait aussi penser que c'était des bouts d'organes. C'était horrible. Et dans 3 ans l'autre... à 3 ans, oui. comment un homme Oui. peut-il faire ça? Oui. Je comprends pas. Vous ne comprenez Je, toujours je, pas? je ne comprends toujours pas. J'ai une enfant en fait. J'ai une fille de 8 ans. Donc, Oui. je l'ai vu grandir et quand je l'ai vue à 3 ans, j'étais très mal. Je la regardais et je me suis dit, mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais c'est adorable un enfant de 3 ans, mais c'est... Qui est-ce qui pourrait utiliser un enfant, lui faire du mal? Je comprends pas. Il y a de toute Voilà, façon quelque chose qui n'est pas en place. Euh, oui. Lorsqu'on cherche à s'expliquer Mm. la nature de d'actes comme ceci, Non, c'est c'est contre-nature, je pense. impossible parce que on ne peut pas s'expliquer la nature Non, de- il y a quelque chose qui n'est pas en place. oui, c'est ça. Euh, c'est Très, c'est très décalé, oui, oui, c'est l'horreur. oui. Mais bon, alors vous m'avez dit avoir Oui, enfoui cela, oui, la mémoire traumatique. oui, Euh, Votre cerveau a fait les choses comme il fallait. oui. À ce Pour me moment-là, protéger, oui. ces actes d'inceste, ces viols Oui. de la part de votre père ont-ils continué après vos 3 ans? Je sais quand est-ce que ça s'est arrêté. Donc, à 7 ans, quand j'ai commencé l'école, le système scolaire est un peu différent en France, ça s'appelle pas comme ici, mais j'avais 7 ans quand j'ai commencé cette école. Et à ce moment-là, ça n'arrivait plus. Et j'ai deux souvenirs clairs, différents, donc je sais que ça arrivait au moins 2 fois, entre 3 ans et 7 ans. Voilà. C'est les repères que j'ai. Oui, Et, et en fait, mon cerveau et mon système nerveux refusent de m'en souvenir plus que ça. oui. Maintenant, voilà, Votre, c'est ce- ça. Déjà, je votre, dois vivre avec ça. votre cerveau s'est mis comme un appareil électrique se met en Oui, sécurité. Il y a une sorte de oui, fusible qui, avant de oui. griller tout le système, euh, c'est le fusible en tout cas qui débranche, Ça disjoncte, qui oui. disjoncte Oui, les victimes de ce type d'agression parlent souvent oui. de, de ce que vous venez de dire. Je n'étais pas là. Exactement. Exactement, oui. C'est là où, Et où c'est on... quelque chose, oui, ça devient du stress post-traumatique, en fait. Cette manière du cerveau de disjoncter et de disparaître et de ne pas être là. Et après, on vit avec ça. Donc, dès qu'il y a une situation un peu stressante dans la vie, donc ça peut être un danger perçu, non réel ou réel,
Ça peut être un examen, ça peut être une voix un peu forte, une porte qui se claque, quelqu'un qui nous crie. Après, plus tard, quand on devient plus grand, un rencard qui essaie de nous forcer, ou au travail, quand on nous met la pression ou Oui. notre patron nous reproche quelque chose, hop, ça disjoncte en fait. Donc on est incapable de réagir, on n'est plus là. Et ça fait que j'avais l'impression que en fait j'étais pas faite pour la vie, que je savais pas gérer les choses, que j'étais hypersensible, que je supportais pas du tout le stress. Je pense que je vais revenir un peu dans le temps pour vous donner un contexte de ma famille, pour expliquer un peu à quoi ça ressemblait, puisque mon père a, on va dire, cette pathologie et je le considère comme un pédocriminel. Mais ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, il n'est pas que ça. Il est aussi mon père. Il est C'est aussi la votre père. personne, Oui. oui, c'est la personne qui m'a fait découvrir le rock and roll, les Beatles, les Rolling Stones. C'est la personne qui m'a fait découvrir la nature, grâce à qui je suis très très écolo. Et j'essaie de protéger la nature autant que possible et vivre en harmonie avec. Mhm. C'est quelqu'un qui m'a dit de ne pas suivre les autres comme un mouton, bêtement, et d'oser d'être différent, d'oser de se réaliser. C'est un homme qui vous Euh, a. oui, Il y a un contraste, il y a oui, un choc thermique hein, hmm, entre oui, l'horreur dont il est capable, cet homme, oui. et les valeurs qu'il vous inculque. Oui, le contraste, Oui. Mais c'est ça là, m'a rendue très confuse mais toujours. oui, Oui, mais c'est là où je vous dis qu'il y a quelque chose qui n'est pas en place. oui, oui. Euh, Ah oui, c'est oui, difficile à comprendre pour nous qui sommes en place. oui. Euh, c'est très compliqué Mm, parce que euh, il y a quelque chose que nous ne pouvons pas saisir de l'ordre de cette oui, horreur, euh, parce que visiblement cet homme vous aimait mm, oui, pour vous oui, inculquer tout ça. oui, clairement, oui. Clairement. D'ailleurs, il a même exprimé que malgré ça, il m'aimait, ou plutôt, c'était une preuve de plus qu'il m'aimait. Oui, alors là, bon, J'étais déjà adulte oui, et j'ai lu le livre de Nabokov, Lolita. Donc, pour ceux qui connaissent pas, ça parle d'un homme qui est amoureux de sa belle-fille. Ils voyagent ensemble et il profite de sa fille. Donc, sexuellement, il la viole. Ils ont une relation amoureuse. C'est ce qu'ils pensent. En fait, la fille essaie de s'enfuir puisqu'elle dépend totalement de lui, euh, financièrement et de toutes les façons possibles. Ça dure longtemps, cette relation très criminelle. oui. Et dans le livre, euh, c'est présenté, en fait, l'auteur, il essaie d'expliquer que c'est de l'amour, qu'il Oui, est mais oui, vraiment oui, amoureux. oui. Oui, Mais et- les, oui, les, les personnes qui ont ces tendances oui, euh, tendent vers cette explication-là à chaque oui, fois et oui, essaient d'adoucir l'horreur parce que je pense que votre père avait parfaitement conscience oui, de l'horreur de ses actes. On va marquer une petite pause si vous le voulez oui. bien, Réa, Allez, et on se retrouve dans quelques secondes, mhm, d'accord? À tout de suite. oui, à tout de suite. Soyez plus cyberzen avec NordVPN. Bloquez les trackers en ligne, les logiciels malveillants et les sites web dangereux. Profitez d'un Internet plus agréable, sécurisé et confidentiel. Saisissez l'offre spéciale dès maintenant sur nordvpn.com. Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 3921, 50 centimes la minute. Il est 23h29 sur Europe 1, vous êtes sur la libre antenne et nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin. Demain matin, si vous écoutez Europe 1, vous aurez l'occasion de retrouver Thierry Lhermitte. Thierry Lhermitte, excellent acteur,
énorme acteur hein, qui fait partie du bagage culturel cinématographique du cinéma français. Vous le retrouverez dans Europe 1 matin, dès demain matin avec Dimitri Plavenko et toute son équipe. Thierry Lhermitte sera là avec vous, avec nous sur Europe 1. 23h30, nous continuons d'échanger avec Réa qui nous parle de son enfance. D'abord, une enfance traumatisée. Alors, cette enfance, finalement, vous m'avez parlé de la mémoire traumatique. Est-ce Oui. que, finalement, votre enfance, vous la passez de manière normale, puisque vous semblez avoir oublié ça un Mhm. moment? Alors oui, à peu près. Donc à l'école, j'ai des amis. Je suis une très bonne élève. On habite près d'une plage, donc on va beaucoup à la plage. Je mange énormément de glace. Donc en apparence, je vais bien, en fait. À l'intérieur, je me déteste. Je sais pas, je me sens toujours en décalage. Je souffre. À l'école, par exemple, je me souviens que j'avais très très chaud, j'avais le visage rouge et le professeur me demandait d'enlever mon pull. Je pouvais pas, je voulais pas. Je voulais pas enlever mon pull parce que pour moi, j'aurais eu l'impression que je faisais quelque chose de sexuel devant les autres. Quelque chose. Voilà. C'était un peu. Puis je détestais manger devant les autres. Pourquoi Euh, vous ne saviez pas? Ça, c'est quelque chose. J'ai toujours ces problèmes en fait. Et maintenant, je sais que quand j'essaie de mettre des mots dessus, j'ai envie de dire que devant des gens en qui j'ai pas confiance, j'ai pas envie d'ouvrir ma bouche et de mettre de la nourriture dedans. Parce que je trouve que c'est mon intimité Oui, et je suis très mal à l'aise. Donc encore aujourd'hui, quand j'ai un nouveau travail et c'est la pause déjeuner et on doit manger ensemble, c'est très difficile c'est pour très moi les compliqué. premiers jours. Oui, Mais on peut y voir une relation avec ce que vous avez vécu à 3 ans de toute oui. façon. Avec du recul, oui. Oui, 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 complètement. Même si vous l'analysez aujourd'hui, si vous oui, avez pleine voilà. conscience de tout ça, bien évidemment, Oui, vous, vous faites une relation directe oui. avec cela, malheureusement. Donc, sinon, on peut dire que mon enfance était très heureuse. Je lisais beaucoup de livres. Je m'enfuis un peu dans les livres. Et il y avait encore quelque chose que j'ai pas réalisé dans notre enfance, mais beaucoup plus tard. En fait, nos parents euh, ne faisaient pas assez souvent les courses. Donc souvent on avait faim et souvent il n'y avait pas à manger à la maison. Sauf que quand on est enfant et on n'a connu que ça nous paraît naturel en fait. Dans ma tête, moi je me suis dit peut-être qu'on est pauvre, voilà. Et puis maintenant que j'ai un enfant et que mon frigo est plein en fait toutes les semaines et quand j'étais pauvre aussi c'était quand même plein, je me dis mais non, il y a quelque chose qui va pas. Parce que je me souviens très bien euh, que je mangeais bien que à la cantine, que quand elle a une fête où il y avait plusieurs familles, des amis, je me suis jetée sur le buffet. Oui, Que avant de partir, je mettais des trucs dans ma poche, vite oui, fait. oui. Mais finalement, Oui. est-ce que vos parents étaient pauvres? Non, non. Non, Ils n'étaient pas pauvres. c'était Ils dépensaient de l'argent pour autre chose, pour eux. Et pardonnez-moi, ça a coupé. en Pourquoi? fait, ils dépensaient de l'argent pour le matériel sportif de mon père. Ah Ils bon? dépensaient de l'argent pour aller en vacances. En fait, ils avaient de l'argent, mais ils n'aimaient pas aller faire des courses. Ou quand maman faisait des courses, après mon père, la nuit, a vidé le frigo. Il s'est assis dans la cuisine et a tout mangé. Il avait des problèmes de. Je pense que ça s'appelle peut-être. Je sais pas, des fois il mange trop, puis il mange presque rien. Oui. Il a des problèmes de nourriture. Et il buvait aussi. Il buvait beaucoup. J'allais vous le demander s'il y avait de la drogue ou de Oui. l'alcool. Non, pas de drogue, mais l'alcool en grande quantité et en continu. Il n'était pas violent, donc il battait pas ma mère.
il nous battait pas. Il était plutôt, quand il buvait, il était très joyeux et il avait envie de serrer tout le monde dans ses bras. Oui. Donc aujourd'hui, j'ai Il était peur des gens désinhibé qui sont totalement. ivres. Oui, oui, oui. Vous nourrissez donc ce rêve de rejoindre la France Oui, adolescente. oui, Vous m'avez dit tout à l'heure être dans une école bilingue, donc oui, hongroise et française. oui. D'accord. Donc à 20 ans, vous maîtrisez déjà la langue française. Oui, à 20 ans, je suis déjà bilingue et je me sens en confiance pour partir. Alors, juste avant le bac, par contre, tout me tombe dessus. Euh, je, donc, je prépare mon entrée à Sciences Po. J'apprends 5 langues en même temps. En fait, je me surcharge et quand je fais une tentative de suicide et je suis en état de grave dépression, tout le monde pense que c'est à cause de la surcharge, De que la je me surcharge suis de mis trop de travail. pression, de travail, oui. Mais c'est là que tout explose, en fait, avant le bac, que C'est là la que mémoire vous tout revient. explose. Alors non, la mémoire ne me revient pas, juste la souffrance me Juste tombe la dessus. souffrance. À ce moment-là, ça devient impossible pour moi de... Pourtant, je m'en souviens pas. Et à ce moment-là, je fais plein de thérapies, je vois beaucoup de professionnels et personne n'arrive à savoir ce qui se passe. Ils commencent à penser que j'ai peut-être un trouble de personnalité borderline Oui. qui expliquerait peut-être mes souffrances. Mais en fait, à cet âge-là, c'est impossible de diagnostiquer. Il faut attendre un peu plus. La Donc, Hongrie est bien oui. équipée d'un point de vue thérapeute à ce niveau-là. Hum, euh, honnêtement, je sais pas parce que j'y habite plus. Non, mais au Et à moment où 18, à 18 au ans, moment, vous arrivez facilement à être prise en charge. oui, je vois des psychologues, des D'accord. psychiatres. Je passe un mois et demi dans une clinique aussi. Mhm. Donc, Quelle est, il y a quand même une prise en charge accessible et d'accord. gratuite surtout Quelle est l'attitude de votre père pendant par rapport cette à ça. période-là? Bizarrement, euh, très tendre, Oui. plein d'amour. C'est là où il montre les premiers signes d'affection envers moi. Mon père m'a jamais prise dans les bras. Pardon, une fois il m'a prise dans les bras quand j'ai appris que j'allais avoir un appareil dentaire et je pensais que c'était, mais vraiment, je me suis dit, mais et quoi encore? Sérieux? Je sais pas pourquoi c'est bête, c'est tellement c'est juste un appareil dentaire, mais en fait, ce qui m'a fait quand j'étais toute petite, j'avais l'impression que je pouvais rien, je ne pouvais pas supporter encore plus de douleur, que Mhm. ce soit émotionnel ou physique. Voilà. Et j'ai pleuré et il m'a prise dans ses bras et je me souviens que j'étais choquée. Je me suis dit, mais il fait jamais ça, il m'a prise dans les bras. Voilà, donc c'était une seule fois dans toute mon enfance. Sinon, il disait que j'étais débile, que j'allais jamais rien devenir, que j'avais des grosses fesses, un gros cul. C'était beaucoup d'insultes et de dévalorisation et aucune affection. Donc Donc personnalité quand même c'était, assez complexe, hein, ce oui, père. oui, Vous finissez par partir donc en France, à vous enfuir, ou oui, dans oui, quelles conditions j'arrive à vous partir. rejoignez la France? Euh, alors, je vais très mal. Je suis suicidaire et dépressive et j'ai pas de traitement, donc je j'essaie de. Je me dis que je suis trop timide et j'ai envie de me lancer des défis et de devenir quelqu'un. Je suis déjà admise à Sciences Po. Je me dis, allez, je vais voyager un peu et je vais me reconstruire après en France. Puis, pendant mes voyages, je rencontre mon futur, pardon, mari, Oui. qui devient mon bourreau. C'est, c'est l'histoire de toutes les victimes de violences conjugales. Franchement,
Ça commence super bien. Je suis le centre du monde pour lui, une princesse. Vous êtes la plus Il- belle. Je suis la plus belle. Il a tout de suite envie de s'engager avec moi. Il met tous ses efforts à me convaincre de construire une jolie vie ensemble, une famille. Je me dis, ça y est, ça, c'est mon occasion, ma seule occasion. Quelqu'un veut de moi, donc il faut que je la saisisse, en fait. Et, et je peux changer ma vie complètement. Mhm. Donc, on commence notre relation et je ne me rends pas compte qu'il commence déjà à me dévaloriser un peu, puisque mon père le faisait déjà. En Oui, fait, pour moi, c'était la normal. normalité. Donc, on continue comme ça. Il me parle un peu comme mon père, mais moins, plus subtil, plus subtil. Donc, j'arrive pas à m'en rendre compte. Euh, je fais mes études et je tombe enceinte. Et là, tout bascule. Euh, Au début, il me dit juste que je suis mauvaise mère, que je vois rien. Puis il commence à dire que j'ai pas le droit de sortir, que avec mon enfant dans le parc, mais nulle part ailleurs. J'ai pas le droit de mettre cette robe-là, que j'ai pas le droit d'accepter ce job. Je dois rester à la maison avec notre famille. Donc le piège petit à petit se referme et les menaces de mort commencent. Euh, Les il y a, menaces de mort. il y a quelques scènes qui me hantent encore. Je donnais le bain à notre fille et il apparaît à la porte et il me dit, il sourit. Il est comme dans un dessin animé, les méchants, quand ils changent de visage et ça devient plein de grimaces en fait. En fait, je ne reconnais pas son visage. C'est, c'est mon amoureux avec qui j'ai vécu 5 ans et son visage change totalement. Oui. Et il me dit, j'ai envie d'éclater ta tête sur le carrelage du mur. Et il sourit. Et je suis sous le choc, je comprends pas, je comprends pas ce qui se passe. À une autre occasion, il m'insulte beaucoup en disant que je vaux rien, je casse tout, je fais tout mal, qu'il doit toujours passer derrière moi, que personne ne pourrait me supporter. Et moi, du coup, je me mets dans un état catatonique. En fait, je sors de mon corps, j'arrive plus à réagir, mais j'arrive même pas à bouger mes yeux. J'entends tout ce qui se passe, je le vois lui et ma fille, mais j'arrive pas à réagir. Et ce qu'il fait, il encourage ma fille de 2 ans à jeter des livres sur moi, des livres durs. Et il met une lampe, il allume une petite lampe, il le met devant mon visage, il rigole et il lui dit, c'est drôle, n'est-ce pas, c'est drôle. Et ça me hante encore aujourd'hui. À une autre occasion, je suis assise dans le salon sur le canapé, notre petite joue par terre, il vient, il commence à venir envers moi très très menaçant, il me pousse, puis il s'arrête et je vois qu'il se retient et il repart. Et à ce moment-là, en fait c'est difficile à expliquer avec des mots, mais je pensais que j'allais mourir à ce moment-là. Et j'ai compris qu'en fait, quelque chose m'a sauvée parce qu'il s'est retenu au dernier moment. Il s'est pas passé à l'acte. Et puis je regarde autour de moi et je me dis, mais on a des couteaux juste à côté. On a des ciseaux. En fait, il aurait pu passer à l'acte. Si pas aujourd'hui, non, ça sera demain. Et il dit tout le temps que quand j'essaie de trouver un travail juste avant l'entretien d'embauche, encore une fois, il commence à m'insulter. Il devient très vulgaire. Il dit que je suis qu'une pute, que je pense à ma chatte d'abord et après à ma fille. Que si on m'engage, le patron, il va m'engager que pour que je lui suce la bite. Mhm. Des choses horribles. C'est un poète, Donc je votre demande. ex. Hein? Un vrai poète. Il est. Oui, 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 la violence de oui, ces c'est mots. sûr. Il est certain que c'est encore un choc thermique que vous
que vous vous prenez comme un mur. Hein. Oui. Et je suis très isolée à ce moment-là. J'ai personne. Vous n'avez J'ai pas personne. d'argent. Il le sait. J'ai pas de travail. Il le Oui. sait, oui. Et en plus, il a ma fille. Et il me met la pression. Il me dit, mais pars, pars. Parce que je te supporte plus. Je dis, mais comment ça, pars? Où? Et il veut me mettre dehors. Il veut que je prenne un billet d'avion et que je rentre en Hongrie. Je lui dis, mais en fait, tu peux pas me faire ça. On est mariés, on habite ensemble, on a un enfant, tu peux pas me faire ça. Il me dit oui. Et t'as pas le droit de partir avec notre fille. Parce que sinon, je vous trouve, je mets le feu à la maison où vous êtes. Je mets le feu à la maison de tes parents aussi, de Il tes fait quoi, grands-parents. cet Je homme-là sais où est-ce qu'ils habitent. Il fait quoi dans la vie, cet homme-là? Il fait rien. Il a fait des études d'histoire et après, il a jamais travaillé. Donc, il vit des aides. Mhm. Un bon à rien, en gros. Oui. Mhm. Vous allez être contrainte de rentrer en Hongrie à un Oui. moment. Oui. Parce que après, je me dis, mais je peux pas faire ça. Si je pars maintenant, je vais jamais pouvoir récupérer ma fille. Je pouvais pas partir avec elle pour plusieurs raisons. C'est lui qui gardait les documents. Donc, je pouvais pas. Je savais pas comment Non, mais récupérer les vous étiez documents. coincé. Vous étiez coincé. Oui, j'étais coincée. À Et moins, puis à moins, vous l'association. voulez à moins Oui. d'enlever votre fille et de vous mettre hors la loi. Bah oui, exactement. Je voulais pas. Je refusais d'être une hors-la-loi, de vivre cachée avec ma fille. En plus, lui enlever son père. Elle adorait son père. Et il était génial avec elle. Donc, je pouvais même pas dire que j'avais aucune raison de les séparer. Voilà. Donc, je rentre en Hongrie. Je me réfugie chez mes parents, ce qui me fait très mal parce que c'est un endroit où je me sens pas en Oui, sécurité. oui. Donc, c'est difficile de guérir là-bas. En plus, mes parents, ils me jugent pour être partie parce que pour eux, le mariage, c'est très important. Et on quitte pas son mari. On essaye, on trouve des solutions. Et même quand je leur dis que c'est ma vie qui est en risque, pour eux, c'est pas un argument pour être partie. Donc là, encore une fois, j'ai l'impression que je vaux rien pour mes parents, qu'ils auraient presque préféré que je meure, en fait, plutôt que je brise ma famille, que je casse mon mariage. Voilà, donc c'est à peu près l'état d'esprit dans lequel je suis. En sachant que j'ai toujours voulu devenir mère et c'était la seule chose que je pensais que j'allais réussir et que j'ai échoué à mon sens parce que j'étais plus avec ma fille. On a été séparés. Je le vivais très très mal. J'avais l'impression que j'avais plus rien à perdre. Absolument plus rien. La seule chose que je voulais, c'est d'arriver à me reconstruire assez pour pouvoir Affronter la situation. divorcer. Oui. Oui, divorcer et récupérer la garde. Au Mhm. moins la moitié de la garde. Pour être dans sa vie, et je me dis un jour comme ça au moins, elle a une mère présente à qui elle peut dire ce qui lui fait mal. Elle pourra m'engueuler, elle pourra me détester si elle en a besoin ou me pardonner comme elle veut, mais au moins je serai là. Donc, vu que mon mari me forçait beaucoup sexuellement aussi, et que de C'est-à-dire, toute façon, euh, c'est compliqué à expliquer en fait parce que quand je le vivais, j'avais pas l'impression d'être forcée. oui. Pour moi, c'était normal qu'il m'utilisait à sa guise. En fait, désolée, je vais peut-être utiliser des mots forts encore. En fait, il me baisait toujours très violemment. Il m'a jamais prise dans ses bras, il m'a jamais caressée, ni pendant l'amour, ni avant ou après. Mhm. Vous Jamais étiez de toute son notre objet. relation. Oui, oui. Et il me disait, même quand il m'aimait encore et il pensait être gentil avec moi, il me disait t'es ma petite chienne pour toujours. C'était très douloureux encore. Oui, bah, c'était un bon Voilà. tordu. Hein. Vous êtes tombé sur un bon Oui, tordu. oui. Et donc, en Hongrie, j'ai plus d'argent du tout. Et je commence à réfléchir comment faire. Le père de ma fille me dit que je peux la voir dans les vacances scolaires. Elle est à l'école maternelle, notre fille, elle a 3 ans. Oui.
Et donc, je me dis, OK, je dois trouver un travail où on me laisse prendre des vacances pour les vacances scolaires, pour venir en France. Comment je vais faire pour acheter des billets d'avion avec un salaire hongrois? Donc, je, je commence quand même à faire des entretiens d'embauche. Puis, chaque fois où je suis à un entretien, on me demande, mais attendez, vous avez une fille en France, comment vous allez faire? Et puis, je me rends compte que de toute façon, en fait, j'aurai jamais le salaire suffisant pour m'en sortir. Et donc, à ce moment-là, il y a une amie qui me parle de prostitution, mais d'une nouvelle forme de prostitution qui devient à la mode en Hongrie, c'est-à-dire de devenir sugar baby. Qu'est-ce que c'est que Sugar Baby? Alors, désolée, en fait, ma gorge réagit Oui, quand je j'entends. parle de mes traumatismes. Alors, sugar baby, il y avait un site de sugar baby. C'était comme un site de rencontre où il disait qu'on pouvait avoir une relation où l'homme nous, nous fait vivre une mode de vie de luxe. Mais c'est une relation amoureuse. Donc c'était présenté comme ça. Oui. Le site en soi-même était complètement légal. Et la prostitution, du coup, en Hongrie était tolérée comme ça. Tout le monde savait que c'était de la prostitution. Tout le monde savait. Mais on ne le disait pas. Donc, quand moi, je me suis inscrite sur ce site, j'ai discuté avec des hommes et j'ai pu choisir ceux avec qui on se sentait en confiance, qui ne me faisaient pas peur, que j'avais envie de rencontrer et avec qui j'ai réussi à négocier le prix dont j'avais besoin Oui. pour pouvoir revenir en France, en fait, le plus rapidement possible. Ils savaient qu'ils m'aidaient pour ça. Donc, disons que quelque part, ça les faisait... Ils avaient l'impression qu'ils ne faisaient pas de la prostitution, eux non plus, qu'ils faisaient du bénévolat, qu'ils m'aidaient à reprendre la vie en main, de devenir indépendante, de me reconstruire, de retrouver ma fille. Bien sûr, il y avait toujours du sexe, donc c'était C'était une prostitution euh, plus déguisée, oui, décorée, oui, oui, et peut-être plus attentive dans la mise en contact, en tout cas la connexion peut-être était plus oui, étudiée euh, pour qu'on appelle ça Sugar Baby et qu'il y ait peut-être un rapport plus, plus épais, en tout cas des relations, un échange. Je suppose que vous et oui, oui. décrivez une Il y avait un situation où il n'y échange, avait pas que oui, du oui. sexe. Non, non. Non, beaucoup sont tombés amoureux de moi parce qu'on a partagé des choses très profondes. Je leur ai parlé de mes traumatismes. Ils ont parlé de leur divorce. Il y avait un homme qui a été maltraité par sa femme aussi. Sa femme lui a mis ses doigts dans les yeux pendant qu'il conduisait. Elle lui a planté un couteau dans la cuisse. Donc forcément, quand on a partagé nos vécus, on a créé des liens. On était là l'un pour l'autre. Et puis pour moi, désolée, j'ai envie de pleurer. Je pense que c'était très très difficile en fait parce que ma première relation sexuelle affectueuse, c'était avec un client. Donc, dont je n'étais absolument pas amoureuse Oui, et que j'ai eu juste pour de l'argent. Pour moi, c'était pour de l'argent, clairement. Donc, je jouais le fantasme de la femme parfaite. J'ai fait ce que je pensais qu'il voulait. Donc, j'essayais d'être touchante, sincère, un peu faux-folle, nymphomane, toujours en vie, toujours légère, joyeuse. Mais mhm. elle a un passé lourd, mais elle est toujours prête à rire. Je suis là pour les divertir. Je suis pas là pour moi. Vous n'êtes là que pour le plaisir. Oui, oui. J'ai fait ça pendant 9 mois et au bout de 9 mois, j'avais assez d'argent pour revenir en France et de pouvoir tenir quelques mois le temps de voilà, m'installer correctement. En plus,
j'ai trouvé un vrai travail d'assistante commerciale en France. Donc, j'ai pu vraiment commencer ma nouvelle vie sereinement. Sauf que la prostitution, c'est une addiction. C'était tellement difficile à arrêter. Tellement difficile à arrêter. C'était une addiction parce que argent facile, finalement, ou c'était difficile à arrêter parce que finalement, ces rencontres vous plaisaient? Plusieurs choses. Euh, une, j'étais douée, enfin, pour quelque chose. Mhm. Je me suis dit, ces hommes ont l'air de m'apprécier. Ils disent tous que je suis différente. Je ne suis pas comme les autres femmes. Que je suis plus vraie, plus touchante, plus réelle. Que je ne suis pas que là pour l'argent. Ils le sentent, que je suis plus humaine. J'étais flattée, en fait. Je me sentais vue, valorisée. Puis, il y a d'autres choses. C'est complètement stupide. Mais j'avais l'impression que ces hommes-là, s'ils étaient capables de payer pour une femme, ils étaient peut-être capables de pire. Et qu'en me sacrifiant, en couchant avec eux, Vous les peut-être qu'ils désamorciez, n'allaient pas. Oui, peut-être qu'ils n'allaient pas faire de mal. faire mal à des enfants plutôt. Oui. Je sais pas, c'est pas très logique, mais dans ma tête, dans C'était mon écrit cœur, comme ça ça dans avait du votre sens. tête. Oui. Oui, parce que moi, je me suis dit, moi, j'étais déjà foutue. Vu que ça m'est déjà arrivé et je me considérais comme détruite, je pensais que mieux valait que j'essaie de donner autant de plaisir à autant d'hommes que je peux. Comme ça, j'épargne d'autres personnes à être violées et potentiellement des enfants aussi. Mhm. Conséquence de C'était, tout ce qui vous est arrivé. oui, oui. Et financièrement aussi, oui, c'était de l'argent facile, puisqu'il y avait toujours, on pouvait toujours trouver un client. N'importe où on était, dans n'importe quelle situation, c'était quelque chose, on pouvait compter sur cet argent. Pour moi, c'était une stabilité financière, en fait. De savoir que peu importe ce qui arrive, il y a ça. Vous n'aviez Je plus de peux... panique financière. Oui, exactement. Et vu que j'ai déjà tout perdu une fois, quand j'ai dû quitter mon mari, j'avais une valise, c'est tout. Rien d'autre. Ce que vous avez vécu Euh, est extrêmement violent, Réa. oui. Donc on peut comprendre euh, que vous trouviez le moyen de ne plus vous retrouver à la merci euh, d'un homme, celui-là, le père de votre fille déjà, et en règle générale Oui. des hommes. Je vois aussi dans cette activité de prostitution quelque part une manière de dominer la situation, en tout cas Oui, de oui, tenir clairement. vraiment les rênes Oui, et de vous faire oui, aimer de ces hommes qui devaient en redemander et tout en redemandant devaient payer. oui, c'est ça. Et bizarrement, l'argent, j'avais l'impression que c'était ma valeur. Vu que pour moi, je demandais beaucoup d'argent, je trouvais que c'était une somme énorme ce que je demandais. Si ça intéresse les gens, je sais pas, je peux le partager. Oui, Pour une rencontre en France, parce qu'après, j'ai pas pu arrêter, je continue un peu en France, j'ai demandé 300 euros. C'est juste, pour moi, c'est inconcevable, c'est beaucoup trop d'argent pour quelque chose qui, normalement, ne devrait même pas être payé, qu'on oui, mais fait par envie, pour plaisir, oui, tout mais ça. nous sommes là dans Et en un même temps, échange de bons procédés oui, et, euh, et cet argent quelque part vous le gagnez. oui, oh oui. 300 En même euros temps, pour c'est quoi? Pour trop 1 heure? peu. Pour 2 heures? Non, 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 j'ai jamais mis d'heure pour une rencontre. Pour une Donc ça a rencontre. duré 1 heure, parfois toute la nuit. Donc finalement, maintenant que je vois les séquelles que ça m'a fait et le mal que ça m'a fait, je me dis en fait ça n'a pas de prix. On ne peut pas mettre un prix sur notre souffrance. On ne peut pas dire pour tant d'argent, vous pouvez faire de mon corps et de Oui. mon âme et de moi ce que vous voulez. Aujourd'hui, ça me semble inconcevable en fait. Nous allons Oui, continuer, Réa, à oui, vous écouter parce que votre témoignage est bien évidemment euh, surprenant, autant qu'il est intéressant et qu'il raconte quelque chose de la femme que vous êtes, mais aussi de la mère que vous êtes, qui a dû passer par tout un tas d'épreuves pour récupérer son enfant et puis
aussi vous, vous réalisez et vous soignez. Mais on va laisser Mm. passer l'info sur Europe 1 Oui. et puis on se retrouve tout de suite après, d'accord? Il est minuit passé de 5 minutes sur Europe 1 et vous êtes sur la libre antenne jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez continuer à composer le 39 21, bien évidemment écrire aussi au 7 39 21 suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules suivi d'un espace. Nous sommes là, je vous le rappelle, pour vous écouter. Pour le moment, nous sommes avec Réa depuis le début de cette émission. Réa qui nous parle de l'inceste vécu à l'âge de 3 ans et du traumatisme qui l'a conduite ensuite à une relation avec un homme violent. De cette relation est née une petite de 8 ans qui deviendra une monnaie d'échange, en tout cas un moyen de pression sur Réa. Et vous étiez en train de nous expliquer, Réa, donc la manière dont vous avez retrouvé une stabilité financière et en tout cas une manière de ne plus être dans une dépendance financière et surtout plus une panique financière avec ces rencontres qui vous ont en tout cas renforcé pécuniairement. Vous décidez à rentrer en France, Oui. forte justement de cette situation, en tout cas avec cette situation qui s'est améliorée? Mhm. Euh, alors, je commence à avoir Je commence à travailler, donc en dehors du travail de sexe. Oui, Je deviens secrétaire médicale. Donc, j'enchaîne plusieurs boulots et j'aime beaucoup ça. J'arrive à tomber amoureuse de quelqu'un, donc j'ai une relation. Et ma vie semble à se stabiliser un peu. La procédure de divorce avance. Voilà. Sauf que chaque fois soit qu'on me brise le cœur, soit que je dois changer de boulot parce que c'est à la fin d'un contrat de CDD ou que finalement ça se passe mal avec mon employeur, la panique financière me reprend. Le sentiment d'avoir donné mon corps gratuitement à quelqu'un qui n'était pas le bon, qui n'est pas devenu mon compagnon pour toujours, m'envahit. J'ai l'impression que je me suis jetée et en plus, j'ai même pas gagné d'argent. Je me dis, j'aurais dû plutôt faire de la prostitution en fait. Pourquoi je cherche l'amour? Et donc, comme ça, je retombe systématiquement, mais toujours pour une ou deux rencontres, donc pas longtemps dans la prostitution. Donc pendant ce temps-là que je fais des rencontres hors prostitution et j'essaie de trouver l'amour, je me fais violer par un rencard Tinder. C'est un homme qui est comme les autres. Je m'y attendais pas parce que j'ai rencontré beaucoup d'hommes. Ça s'est plutôt bien passé, personne m'a forcé. Et avec celui-ci, ça s'est mal passé. J'ai jamais eu de client dans la prostitution qui m'aurait traité de façon violente. oui, Le pire que ce qui est arrivé, c'était que je leur ai demandé de mettre un préservatif et ils ont refusé. C'est oui, arrivé 3 fois, donc j'ai oui, fait un test après, voilà. Par contre, cet homme-là que j'ai rencontré sur Tinder, et donc on était supposé d'avoir un rencard, il m'a tabassé. J'avais des bleus après partout, j'avais super peur. Et après, il m'a violée de façon très agressive. J'ai jamais vécu comme ça. En fait, on m'a jamais vous avez pu tabassé porter avant. plainte ou pas? J'ai voulu... je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas porté plainte. Parce qu'à ce moment-là, j'ai déjà essayé de porter plainte contre mon mari pour le forçage. Parce que lui, quand je voulais pas coucher ou quand je voulais pas faire du libertinage, il me disait si, tu aimes ça. T'as jamais envie, mais après, tu vas voir, tu kiffes ça, tu adores ça. Et une association m'a dit que c'était aussi du viol, donc j'ai essayé de porter plainte, mais les policiers m'ont dit que pas du tout, en fait, que c'est normal, que ça arrive parfois avec les maris, qu'on n'a pas toujours envie, mais on se force un peu. Ah bon, on vous a dit ça à Lyon, Je suis dans un tombée sur la commissariat de mauvaise Lyon? personne. Oui, 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 Bah, bravo, oui. super. Et oui. J'étais très fière de moi parce que j'ai dit au policier que j'étais pas d'accord avec lui.
c'était un moment de victoire pour Pourtant, moi. pourtant on a plutôt avancé sur cette question en France, parce que je me souviens avoir fait un film il y a une dizaine d'années Mhm, sur le viol mhm. marital, hein, et Oui, c'était l'un des premiers viols maritals qui était reconnu et oui. jugé, et jugé, et un mari condamné, je me rappelle à l'époque, Ah oui. et c'était il y a une dizaine d'années, et il me semblait que on avait évolué, mais bon, il doit rester de fortes têtes dans les Je- commissariats, et des oui. policiers qui ne sont absolument pas formés On va dire là-dessus. que je suis tombée, comme vous dites, je suis tombée sur une mauvaise personne. Ah oui, Ils parce sont pas tous que comme ça, mais j'ai pas eu non, de chance. non. Donc ça m'a découragée. Mais En plus, cet homme, cet homme que vous avez violé, qui vous a violé, vous aviez son oui, numéro de téléphone, vous aviez des choses pour le retrouver, je j'avais même. suppose. Il était un peu bête, franchement. Il m'a envoyé même son passeport, la photo de son passeport. J'aurais pu porter plainte. Sauf que, en fait, quand il est parti, il m'a jeté 100 € sur la table. Alors ça, ça m'a fait presque plus mal Oui, oui, bien sûr. que le reste, parce qu'en fait, on était censé de se voir pour se découvrir, quoi. Vous l'avez Enfin, toujours, la photo de son passeport? oui, je pense que je l'ai toujours, Ah, oui. très bien, il faudra que vous nous la communiquiez, D'accord. hein? Ok. Parce que s'il a fait ça avec vous, imaginez bien qu'il fait ça avec plein Oui, d'autres, hein? oui. Bah, j'ai Oui. une Alors, question à vous poser, en fait. oui, Vous continuez, la prostitution, et en même temps, vous avez des rencarts sur Tinder. oui. Hem, Hum, Qu'est-ce que vous allez chercher sur Tinder? Vous continuez à chercher l'amour? l'amour, l'amour. L'amour. L'amour, bizarrement. Parce que la prostitution, je le continue pas, je le fais pas régulièrement en fait. Je retombe dedans pour une nuit quand je panique financièrement, puis j'arrête. Oui. Et je continue à chercher l'amour. C'est une dépendance affective, hein, tout ça, Réa. Oui, exactement. Vous allez chercher, Et mm, dans les hommes, quelque chose, un peu d'inatteignable, j'ai l'impression. oui, exactement. Et maintenant que vous dites que c'est une addiction affective, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que quand je discutais avec ces gens sur Tinder, quand ils répondaient pas tout de suite, je me sentais Rejeté. rejetée. Je me sentais même pire, comme si je valais rien. Oui. Je me suis dit tout de suite, oh, je suis moche, oh, je suis stupide, personne ne voudrait jamais de moi. Mais quand ils répondaient rapidement, tout de suite, c'était l'extrême opposé, en fait, oui. Donc c'est exactement ça. Et vu que je changeais de copain tous les 2 mois, ah oui, j'essaie de ne pas me remettre dans la prostitution. Du coup, je me suis mise dans des relations avec des inconnus, comme Oui. ça. Je l'ai Mmh. rencontré. On a couché ensemble, toujours le premier encart parce que j'étais, ah, c'est l'homme de ma vie, allez, on va coucher ensemble. Déjà, je savais pas dire non, en fait. Et vu que j'ai eu des relations sexuelles risquées, parce que, ah, vous êtes là? Je pense que ça a coupé. Allô? Oui, oui, je suis là. Si, c'est ça. Vu que c'était une relation sexuelle à risque, je me suis dit, bon, de toute façon, il faudra aller faire un test. Autant rester avec cet homme, lui donner une chance, peut-être que c'est l'homme de ma vie. Mmh. Et ça s'est répété tous les 2 mois. J'avais tellement honte de demander des tests à mon médecin traitant. Je me suis dit, j'ai un problème en fait. Je dois faire quelque chose. Et j'ai trouvé une association qui s'appelle DASA, Oui. comme Daniel, ASA, donc addiction sexuelle et affective. Ah oui, vous avez trouvé ça, d'accord. Oui, et j'ai commencé un programme avec eux. Ça, Voilà, c'est après, l'équivalent des narcotiques anonymes, je suppose, mais pour les addictions exactement, sexuelles. c'est comme les alcooliques anonymes ou Oui, narcotiques anonymes. d'accord. Exactement la même chose, oui. C'était super intéressant parce que j'ai pu prendre conscience de mon comportement et du fait que je fantasmais romantiquement aussi, et que ça aussi c'était pour m'anesthésier, pour m'enfuir, pour ne pas regarder mes douleurs en face. Oui, pour réparer quelque Mais chose qui était irréparable. oui. Et aussi, honnêtement, chimiquement, ça a du sens parce que quand on se sent amoureux, on produit des hormones de bonheur. Et donc moi,
je me convainquais, non, si, je me convainquais d'être amoureuse pour avoir ces hormones qui se déclenchent. Et donc, je me sentais plus déprimée et dépressive. Ouais. Donc, c'est à peu près à ce moment-là que j'ai décidé de dire à ma mère que j'ai été violée. Parce que j'ai Par déjà votre retrouvé mes père, par souvenirs. votre père. Oui, par Oui. mon père, par mon père. Je vous ai pas dit, en fait, j'ai retrouvé mes souvenirs quand j'étais en Hongrie et je faisais de la prostitution, mais je doutais de moi, je voulais pas y croire, j'arrivais pas à accepter, j'avais pas de souvenirs clairs, donc j'ai rien dit. J'essayais de chercher en moi. Et c'est revenu Et c'est progressivement, revenu progressivement, d'une manière très oui, claire. exactement, avec tous les détails. Oui, Mais les détails, c'est les détails, les textures, l'odeur, oui, c'est fou. tout, c'est incroyable. Oui. Vous n'êtes pas la Et première donc, à me oui, parler de cette mémoire oui, là. Et cette c'est mémoire comme une source corporelle, d'eau pure oui, qui jaillit, en fait. Hein. oui, C'est vraiment l'image que j'en ai lorsque mhm, les femmes me parlaient, parce que c'est essentiellement des femmes oui, qui m'en ont parlé. euh, une porte qui claque, en tout cas un choc émotionnel mm, qui fait oui, que d'un seul coup, tout jaillit. Euh, un oui, peu comme les chercheurs de pétrole dans oui, le temps, où oui, un coup le dernier coup sur le piolet et le pétrole mhm, jaillissait. C'est un peu l'image que j'en ai, en fait, mhm, pour que celles et ceux qui nous écoutent comprennent bien la sensation, en tout cas ce qui se passe dans le cerveau, c'est que tout redevient clair et au premier plan, et vous revivez presque la scène dans le moindre détail. oui, 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 comme si j'y étais, oui. Qu'a Donc opposé en fait, votre mère à cette oui. révélation? Mm. Est-ce qu'elle vous a cru? Euh, Alors, c'est difficile à dire parce que la première chose qu'elle a dit, c'était ah, ça me- attendez, ah non, j'ai trop mal, ça me fait trop mal. Puis elle me dit pourquoi tu me dis ça maintenant, c'est trop tard. Tu aurais dû me dire ça avant, Bah maintenant je oui, peux plus rien faire. bah oui. Donc elle dit ça. Et plus tard, donc elle prend un peu de temps pour digérer. Déjà, elle retourne direct vivre avec mon père. Ah, c'est couché dans le même lit. Ah, je suis sidérée. En fait, je m'attendais à ce qu'elle le quitte direct. Oui, Donc là, je me sens très blessée, très trahi. trahie Oui, et abandonnée par ma mère, en fait. Et je lui demande, elle sent ma colère, en fait. Elle sent que je m'enferme complètement, mais elle me dit qu'est-ce qui se passe. Je lui dis, bah, comment ça, qu'est-ce qui se passe? Je t'en veux. Pourquoi t'es avec lui? Et elle me fait, je pense que tu as dû vivre ça dans une vie, comment on dit ça, avant celle-ci, dans une vie précédente. Je me dis, pardon? Comment ça, dans une vie précédente? oui, c'est une Et manière de vous dire qu'elle ne vous croit pas. oui, c'est ça. Sans le dire, mais oui. Euh, donc c'était très dur pour moi à vivre et j'ai commencé à avoir des idées suicidaires un peu trop envahissantes et une envie de passage à l'acte très fort. Donc j'ai consulté mon médecin traitant qui m'a prescrit des antidépresseurs et des calmants. Euh, Ma famille me demandait des preuves. C'était incroyable. Et votre père, dans tout ça, comment réagit-il à ces révélations? Il a nié, il pleurait devant les autres en disant qu'il ne comprend pas pourquoi sa fille dit ça, qu'il n'aurait jamais pu, qu'il n'a jamais fait ça. Il m'a même envoyé une lettre en disant qu'il n'aurait jamais fait ça, qu'il ne comprend pas. Il m'a dit, je t'en veux pas. Comment ça, tu m'en veux pas? Comment ça, tu m'en veux pas? Ça m'a fait tellement mal cette phrase, comme un père, comme si j'avais fait une bêtise. Oui, Comme si j'étais un enfant qui a menti ou qui a fait une bêtise et elle ne s'en rend pas compte à quel point ça peut nuire à la vie des gens. Et mon père qui fait le je suis un bon père, je te pardonne, je t'en veux pas.
Vous avez des frères et sœurs? Oui, un frère et une sœur. Et pareil, en fait, toute cette institution familiale a réagi de la même façon. Ah oui, tout le monde a nié, a Oui, rejeté en bloc cette révélation. oui, oui, oui. Ça va bien se terminer. Il y aura un happy end. C'est D'accord. juste que il y a un enchaînement de traumas, donc forcément c'est un peu difficile à dire et à écouter aussi, mais après ça va bien se terminer. Alors, j'ai porté plainte. Donc avant que ça commence à aller mieux, je voulais porter plainte contre mon père. J'ai porté plainte pour moi, mais c'était trop tard. Il y avait prescription, ou au moins c'est ce que la police m'a dit. Apparemment, la loi n'est pas assez claire. Ils ont laissé une phrase un peu ambiguë dans la loi, et donc la police et le système judiciaire peut utiliser ça comme une porte de sortie. Donc ils ont refusé mon dossier en disant qu'il y avait prescription. J'ai porté plainte aussi pour... C'est une partie un peu difficile. Pour ma fille, qui m'a avoué à 7 ans que mon père a fait des attouchements sur elle. Et donc, c'est pour ça aussi que j'allais très très mal à cette époque-là, avec la culpabilité. J'avais l'impression que c'était la seule chose précieuse que j'avais, ma fille. Et c'était difficile. Et quand j'ai porté plainte pour elle, la police a rejeté ma plainte en disant qu'il y avait un manque d'informations. Ils m'ont demandé quand est-ce que c'est arrivé. Je leur ai dit, ma fille de 7 ans a dit que c'est arrivé il y a longtemps. C'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai. Mon enfant, à ce moment-là, ne connaissait pas le nombre des mois. Elle ne savait pas en quelle année on était, à 7 ans non plus. Elle savait pas, elle connaissait pas le nombre des jours. Donc, comment elle aurait pu dire quand c'est arrivé? Et en plus de tout ça, je me fais insulter au travail par un patient qui me dit au téléphone, quand je lui dis qu'il n'y a pas de rendez-vous, elle me fait va te faire enculer, sale pute. Donc j'explose. En fait, je, je veux juste disparaître. Je me dis, j'étais jamais supposée de naître. De toute façon, c'est la vie, tout est contre moi, j'en peux plus. Je réussis à retourner tout ça. Je décale mon suicide. Je me dis, ok, vu que j'ai déjà noté toutes les choses que j'ai vécues et que j'ai dessiné les choses que j'ai vécues qui me hantaient, je vais le publier. Je vais publier un livre et après, je me tue. J'ai publié un livre et en fait, je pense que j'ai toujours aimé les livres et le fait que j'en ai fait un, je me suis dit, ah, maintenant je suis comme tous ces gens que j'ai aimés, dont j'ai lu les livres. Maintenant, je suis comme cette personne dont j'ai lu le livre, qui a vécu de la prostitution. Et après, le livre se finit bien, elle s'en remet, elle trouve l'amour. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, je suis dans une relation stable Oui. avec quelqu'un qui me protège, qui m'apporte un certain équilibre, avec qui on peut discuter, qui s'adapte. Qui s'adapte à mon hypersexualité, à mon asexualité par moment, qui s'adapte à ma méfiance, à tout ce que je vis comme séquelles. Oui, qui est Oui, doux, oui, qui vous aime, tout simplement. oui, oui. Voilà, donc Vous les avez livres ont récupéré quelques... votre fille dans tout ça? Alors, j'ai pas obtenu ce que je voulais, parce que je voulais une semaine sur deux, une garde partagée. J'ai obtenu les week-ends et la moitié des vacances scolaires, parce que le juge a su que j'ai fait de la prostitution Oui. et c'était impossible à prouver que j'ai arrêté. Euh, Mais oui.
c'est quelque chose. En fait, à partir de ce moment-là, ils avaient plus de confiance en moi. Ils considéraient que j'étais pas un bon exemple pour ma fille. C'était très difficile parce qu'en vrai, tout ce que j'ai fait, ça m'a fait mal à moi. Elle Oui, n'en a jamais rien vu. et puis pour porter ce Oui, jugement, il oui, faut connaître entièrement votre vie. Porter oui, ce jugement me, voilà, nous prouve encore ce soir que nous sommes bien encore dans une société oui, bien patriarcale où, un juge se permet mhm, de vous dire que vous n'avez pas le droit à plus oui, de garde de votre fille parce oui, que pendant un moment mm, vous vous êtes prostituée. oui, C'est même ignorer la, la oui, difficulté de certaines femmes aujourd'hui à avancer et à rencontrer ce moyen, à un moment, de s'en sortir, qui est oui, un moyen comme les autres. Je rappelle que faire ce métier, on ne le fait pas par plaisir et que ça nécessite beaucoup de courage. Euh, pas du tout. Oui, si j'avais pu aller chez une amie pour rester là un peu en France, j'aurais pas dû me prostituer. Si j'avais pu travailler tout de suite, si quelqu'un m'avait donné du travail, j'aurais pu trouver un logement oui, mais près de après, mon ex. c'est une appréciation, Oui, vous savez, des gens un peu puritains qui, oui. bon, qui, qu'on n'arrivera pas à persuader du contraire. Donc vous l'avez quand même Oui. un week-end sur deux, c'est ça, et la moitié des Je vacances? l'ai tous les week-ends. Tous les Tous les week-ends. week-ends, c'est Et la moitié super. des vacances, oui. Ah bah c'est très Donc bien ça. finalement, c'est pas mal de temps de qualité qu'on passe ensemble et donc je fais partie de sa vie. Ça me fait énormément de plaisir. Donc c'est pas idéal ou parfait parce que je suis pas dans ses quotidiens d'école, mais je fais les devoirs avec elle le week-end et j'ai retrouvé mon rôle de maman. Oui, oui, Et c'est déjà une première victoire, Léa, oui, parce que clairement. Oui. vous partiez de loin avec cet homme. Et comment se comporte votre ex-mari, en tout cas le père de votre petite fille? Est-ce qu'il est redescendu un peu ou il, sachant que vous êtes avec un nouveau compagnon, Mhm. il fait attention à ce qu'il vous dit ou Oui, il fait attention parce que chaque fois où il a dépassé les limites, j'ai porté plainte. Même s'il n'y a jamais eu de conséquences, enfin, il n'a pas été euh, jugé. oui, On nous a convoqués tous les deux pour nous poser des questions. Et c'est désagréable. C'est pas génial d'aller à la police pour s'expliquer. Donc, j'avais l'impression que c'est pour ça qu'il a arrêté. Parce que j'ai mis une limite. J'ai dit non, si tu fais quelque chose d'illégal, si tu me menaces, si tu m'insultes, si tu t'attaques à moi physiquement, je porte plainte. Et même si les plaintes n'ont pas abouti, il a quand même arrêté. Et donc aujourd'hui, il fait super attention. mais il a S'il plutôt commence intérêt. à dépasser un peu, je réagis pas. Je réagis pas. Je réponds pas. Mhm. De toute façon, S'il sachez que communique, vous êtes oui. dans votre droit aujourd'hui, s'il prononce en tout cas des paroles violentes ou s'il Mm, il n'a pas un comportement adéquat, vous êtes tout à fait en mm. droit de vous défendre. Je pense qu'aujourd'hui, vous Oui, l'avez saisi, ça. Hein. oui, oui, oui. Je l'ai saisi. Oui, oui. Est-ce que je peux vous parler un peu de ce que je pense en général de... si- Je voulais vous dire qu'aujourd'hui, en fait, j'ai retrouvé de l'espoir, même si quand on est victime et on a vécu de la violence sexuelle dans l'enfance, des violences conjugales, j'ai vécu aussi de la prostitution, Oui, je pense qu'il y a... que c'est pas... Comment dire, que les personnes qui ont vécu ça sont pas foutues pour toute la vie. On peut les accompagner et les soigner. Et que c'est un crime, l'inceste c'est un crime qu'on pourrait éventuellement euh, prévenir
et mieux punir aussi. Je vais vous expliquer ce que je veux dire. À la base, c'est presque un crime parfait, la pédocriminalité, Oui, parce il y a aucune preuve en fait. Et vu que la victime, elle est détruite, elle met trop d'énergie pour survivre, après, elle a plus d'énergie pour lutter. Puis, quand la victime porte plainte, la présomption d'innocence protège en fait le pédocriminel. oui, Par contre, pour l'enfant ou la victime, on suppose qu'il ou elle a menti. C'est la réalité. C'est une réalité très violente, très difficile à entendre, mais c'est la réalité. Mais ça ne veut pas dire que tout est fini et que le monde est trop horrible, puisque en fait, vu que j'ai vu sur la situation et j'ai fait énormément de recherches, j'ai réalisé qu'en fait, on pourrait mettre en œuvre une espèce de prévention, puisque il y a des gens qui ont cette pathologie d'envie de faire de l'inceste, mais il y a toujours des éléments déclencheurs avant le passage à l'acte. C'est plusieurs choses. Euh, Quelque part, c'est aussi parce que c'est pas assez sévèrement puni. Donc, quand ils voient autour d'eux que quand c'est jugé, le pédocriminel, il a par exemple 2 ans de prison avec sursis, quand il y a des preuves, il se dit, bon, ça va alors. Si je le fais, au pire, j'aurai un peu de prison avec sursis, c'est rien. Je m'en remettrai. C'est aussi parce que quand il commence à s'approcher des enfants, dans la famille, dans son entourage, on dit rien. On n'ose pas. Parce que si on dit quelque chose, on va passer pour la folle ou le fou qui voit le diable partout et qui crée des problèmes. Donc on dit rien, on le laisse faire et on lui sert presque les enfants sur un plateau. Aussi parce qu'on n'accepte pas que ça existe. On préfère croire que ça n'existe pas. Ou que si ça existe, c'est ailleurs, c'est pas oui, cette oui. personne qu'on Et, connaît. et en France, il y a vraiment un problème sur tout Oui, ça. Il y a c'est vraiment tabou en France. Et oui, parce que c'est tabou, ça donne les effets dont vous venez de parler. oui. Et je pense que les personnes qui ont ces envies, ils n'osent pas en parler parce on les traite comme des monstres en fait. Je pense qu'il faudrait faire super attention aux termes qu'on utilise et plutôt parler de pathologie. Parce que si c'est une pathologie, ça veut dire qu'on pourrait mettre en place un accompagnement euh, Il y a des préventif. accompagnements déjà, hein. Il y a des accompagnements. Oui, Ah bah il y a c'est des génial. accompagnements, bien D'accord. sûr. Il y a, J'étais pas du mais tout au courant. C'est généralement, parfait. malheureusement, ces accompagnements sont mis en place Mm. suite Suite. à un acte déjà consommé. Vous voyez, donc Mhm. ça veut dire que les victimes sont là. Et, Oui, oui, mais avant, vous oui. voyez, avant que des personnes qui souffrent de ces pathologies Mhm. avouent ce type de pathologie, je pense qu'on a encore du temps à attendre, je pense. Parce que Oui. c'est quelque chose de très difficile à accepter et Mhm. on le comprend, hein. Oui. C'est-à-dire qu'on est toujours habité de grandes idées. Alors ce soir, vous Mhm. avez le droit de parler de ça parce que vous êtes victime. Mais, Mhm. mais vous voyez, je vais pouvoir Oui. abonder dans votre sens. Mais si demain ça arrive à un de mes enfants, Mhm. je ne pense pas que je réagirai de la même manière. Donc c'est c'est assez sensible comme sujet encore. Mhm. Oui, certainement. Même si Oui. j'entends que ce que vous dites irait dans le sens des victimes, hein, elle- cela permettrait d'éviter à Mhm. plus ou moins moyen ou long terme des victimes supplémentaires. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Oui. Quand vous voyez Oui, que certainement. dans votre histoire, c'est votre père qui vous agresse alors que vous avez 3 ans, comment, Mhm. comment imaginer qu'on puisse euh, faire ça à une petite de 3 ans? C'est quelque Mhm. chose d'abominable et d'impensable pour quelqu'un qui est en place. Oui. C'est Mais, là où je vous dis qu'il y a quelque chose qui n'est mhm. pas en place. Oui. Il y a quelque chose voilà, je ne sais pas, je ne sais me l'expliquer, mais je ne peux que me dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas en place, en tout cas comme nous, dans leur Mhm. esprit.
Bon, en tout cas, je me réjouis que vous alliez bien, que vous alliez mieux, euh, et que aujourd'hui vous soyez au moins avec votre fille à nouveau réunis. Vous m'avez parlé d'Happy End tout à l'heure. Est-ce que ça concernait votre famille en Hongrie ou là-bas on est resté dans le refus Ah non. d'admettre? Le happy end, c'est par rapport à moi-même parce que j'ai réussi à accepter que j'ai coupé les ponts définitivement avec ma famille et j'en ne souffre plus. J'ai trouvé un cercle d'amis petits, mais des amis qui sont un peu comme la famille pour moi. Et la famille de mon compagnon m'a accepté sans condition, totalement, en connaissant mon histoire complète. Et donc, je retrouve un milieu familial sécurisant, euh, rassurant et protecteur, où je peux guérir, je peux évoluer, je publier mes histoires. Ça m'aide aussi parce que quand j'allais super mal et j'ai lu les livres des autres personnes qui ont vécu des choses difficiles, je me sentais moins seule. Et puis ça me soulage, je peux faire sortir un peu tout ce que je devais garder en moi comme secret. Donc je sens qu'il y a quelque chose qui se dégage, quelque chose qui commence à se libérer. J'arrive à pleurer maintenant, tandis Oui, que oui. pendant très longtemps, j'avais l'impression de hurler à l'intérieur et de ne pas pouvoir exprimer rien, rien du tout. Donc la vie commence à être plus belle parce que je m'autorise aussi à prendre soin de moi, à chercher ce qui me fait plaisir. J'ai des hobbies, j'ai des activités, enfin, des choses que je fais pas pour être productive, juste pas pour gagner de l'argent, pas pour ma fille, mais pour moi, je jardine. Enfin, il y a plein de petits bonheurs dans la vie qu'on n'arrive pas à voir quand ça va vraiment mal. Mais en fait, ce que j'essaie de dire, malgré tout ça, on peut se concentrer sur le bricolage, le jardinage, les projets. J'ai Oui. le projet de construire un tiny house, je pense qu'ils prononcent les Français, avec mon compagnon. Ça nous passionne. On va apprendre à bricoler. Et donc, vu que je pense à ça, je fais des recherches, que j'utilise mes mains, je crée des choses, ça devient plus petit, Oui, et parce mon que passé. je pense que votre esprit maintenant est libéré de toutes ces choses-là et qu'il y a de la place Oui, pour entreprendre. exactement, oui, Euh, exactement. mais merci en tout cas pour votre témoignage ce Merci à soir, Réa, vous. sur l'antenne d'Europe 1. Merci mille fois pour votre courage, hein, parce que votre histoire montre beaucoup de courage et vous êtes accroché. Et comme quoi, quand on s'accroche, tout est possible. Je le dis souvent dans cette émission, tout est possible. Il suffit de le vouloir à un moment. Et c'est vrai que on peut trouver différentes sources de motivation pour atteindre ses rêves. Oui, Vous, c'est votre petite fille quelque part qui vous a sauvé, mais vous y êtes oui. pour beaucoup, beaucoup, beaucoup dans tout ça. Donc pour tout ça, bravo. On vous embrasse bien fort, Réa, et n'hésitez pas à nous redonner des nouvelles. D'accord? Merci. Bonne soirée à vous. Bonne soirée, au revoir, Réa. Au revoir. 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 Au revoir.